Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal de toutsurlehockey.com et du TSLH Podcast. La vidéo qui suit parle de 4 espoirs qui sont éligibles à la prochaine séance. Il s'agit de Marco Kasper, de Joachim Kemmel, de Brad Lambert et de Simon Nemetz. Je vous fais un petit portrait global, 5 à 7 minutes pour chacun des espoirs. Comment j'évalue leur potentiel, qu'est-ce que j'ai observé cette saison, les statistiques, bref, je fais un peu le tour de chacun des jeunes. On va commencer par mon petit préféré de la séance, le gars que j'ai peut-être un peu plus haut que la majorité des gens, même si au dernier championnat, dernier tournoi international, là, ça a été quand même pas pire pour M. Marco Kasper. Donc, Kasper est un Autrichien qui joue en Suède cette saison. Donc, il est né le 8 avril 2004. C'est un ailier. Il est marqué sur Elite Prospect, qui est un centre. Il va jouer au centre dans la nationale, mais plus aux ailes dans la SHL. Est-ce qu'il pourrait jouer au centre chez les professionnels? Ouais. Un gars responsable, rapide. Ça se pourrait très bien. Mais en ce moment, dans le national, c'est plus un ailier. Donc, 6 pieds 1, 187 livres. Euh, assez, assez bien bâti. Un profil assez professionnel, là. Peu importe que ce soit le gabarit ou bien sur la glace. Il n'est pas à maturité, mais pas si loin que ça. Niveau statistique, ça a quand même bien été cette saison pour Marco Kasper. Dans la SHL, en 46 matchs, 7 buts, 4 passes, 11 points. Il jouait surtout sur le troisième et le quatrième trio. En national, 13 points en 12 matchs. En série, dans la SHL, 3 buts, 3 passes, 6 points en 13 matchs. Donc, très, très, très bonne séries éliminatoires. C'était vraiment pas le jour et la nuit là, entre les séries et la saison régulière, mais on le voyait plus, pas focus nécessairement, mais moins de finesse, moins de essayer de ne pas faire d'erreur, plus d'action. C'est vraiment ça qui faisait pendant les séries. Et ben, ça transparaît dans son jeu. Dans le fond, il a vraiment bien joué. Donc, si je vous parlais un peu de son talent à Casper, ben, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est mon petit préféré de cette année? L'année passée, c'était Matthew Nyes. Euh, c'est que peu importe, ça fait plusieurs fois que je le dis là, dans le podcast et dans l'audio, peu importe l'enjeu sur le trio, l'adversaire, le temps sur le cadran pendant le match, pré-saison, série ou saison régulière, peu importe le score, Marco Kasper se donne à fond et veut déranger l'adversaire. C'est ce qui fait un de ses talents et ce qui va le transposer dans le national de hockey, selon moi. Est-ce qu'il va être un joueur de premier trio? Je pense pas. Je pense qu'il pourrait être un gars de soutien là, pour un premier trio de temps en temps, mais il y a un gars de milieu de formation, deuxième trio, troisième trio, qui est capable de 25-25, mettons 25 buts, 25 passes, qui est capable de jouer sur les avantages numériques et sur le désavantage aussi, amener un petit aspect physique, déranger l'adversaire devant le net, dans le fond de territoire. C'est un gars avec une bonne mobilité, qui a un aspect physique aussi. Pas le plus physique, mais il est capable quand même on le vu avec son gabarit, là, de gagner ses batailles. Et après le sifflet, de faire un peu frustrer l'adversaire. Et ça, dans le hockey nord-américain, on aime ça. Au championnat du monde junior en décembre, je ne sais pas si vous avez regardé, mais dans le match contre le Canada, il perdait par un score incroyable. Et Casper, à chaque présence, se donnait. Et après chaque coup de sifflet, ben, il faisait sentir sa présence envers le Canada. Et ça, au TSLH Espoir, on l'a vu, on l'a remarqué et on a vraiment aimé ça. Donc, ça nous donne un peu un bon indice là, de quel genre de professionnel qui pourrait être dans Nia de hockey. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Peut-être pas le plus créatif, on va se le dire. Là, il est capable de faire des bonnes passes, de créer des jeux, oui, mais c'est pas un gars qui va contrôler le jeu absolument, qui va euh, être trompeur à fond avec la rondelle. Il est capable, mais pas. C'est pas ça c'est pas comme ça que je le vois. Je vois plus souvent nord-sud, un gars d'énergie qui va amener de l'offensive par le chaos qu'il va créer et par une touche offensive une fois de temps en temps qui est intelligente. Parce que c'est un gars intelligent. C'est un bon joueur de hockey. Je ne vois pas comment le dire autrement que c'est un bon joueur de hockey avec des bonnes capacités physiques
et un bon IQ dans les 3 zones. Excellent aussi en transition entre la défensive et l'offensive. Dans les autres vidéos, j'avais sorti des statistiques là, pour les comparer. Pour Casper, je ne l'ai pas fait parce qu'il a joué quand même pas mal dans la nationale et la SHL, donc je trouvais ça un peu tannant de le comparer. J'aurais pu le faire, ça n'aurait pas été un problème, mais j'ai manqué un peu de temps. Donc j'ai starté la vidéo pour ça, mais si on le compare les années passées, il a très bien joué avec je parle des années passées, les espoirs des années passées. Pour un gars qui a joué dans la SHL, il a eu du temps de jeu, il a eu de la production, puis il a eu de l'impact. C'est surtout ça. Qu'est-ce qui était important chez les espoirs, c'est d'avoir un impact dans une game. S'il a joué 46 matchs dans la SHL, puis il a réussi à faire 7 buts, ben c'est parce qu'il y a eu un impact en série. Quasiment eu 0,5 points par match. Donc, ce gars-là, il a un impact. Et peu importe dans quoi tu le mets sur la glace, dans quel rôle, il va en avoir un impact. Puis ça, ben, c'est très important. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire concernant Marco Casper. Moi, c'est un gars que je traderais up pour aller chercher. Je pense pas qu'il va dropper en fin de première ronde. Je pense qu'il pourrait partir dans le top 20, voire le top 15. Moi, dans ma liste, je l'ai encore plus haut que le top 15. C'est vraiment le type de joueur que j'aime beaucoup, qui me tombe dans l'œil souvent. Là. Le parfait complément à un duo talentueux. Le gars va faire la job sale un petit peu. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour une équipe qui cherche à se rebâtir et à instaurer une culture. C'est ce genre de joueur-là. Deuxième joueur que je voulais vous parler concernant le spécial européen de la première ronde de ma vidéo de profil, c'est Joachim Kemmel. Kemmel a skyrock les listes au début de la saison. Il était vraiment haut dans la plupart des listes, voire premier par certains observateurs. Est-ce que c'était légitime? C'est eux qui décident, c'est leur liste. J'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment pas quelque chose qui va me choquer, même si je suis pas pantoute d'accord. Donc, Joachim Kemmel, finlandais, qui est né le 27 avril 2004, 18 ans. Je ne nommerai pas le nom de sa ville natale, c'est trop compliqué. Ailier droit, 5 pieds 9, 176 livres, un droitier. Donc, vraiment un ailier. Là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était un centre, mais non, il n'a pas joué au centre cette année. C'est vraiment un ailier. Peut-être dans les années passées qu'il a joué au centre, mais moi, personnellement, je le vois vraiment comme un ailier. Qui peut avoir certaines touches défensives. Donc, je pourrais comprendre que le monde peut plus le voir comme centre, mais je pense que ça serait trop y donner, surtout avec son gabarit. Niveau statistique, ben, ça a très bien été au début de la saison. Il était en voie de battre tous les records pour un gars de son âge dans la Liga, mais ça s'est estompé après une blessure. Il a quand même fini avec 15 buts en 39 matchs, 23 points, 8 passes, moins 13, mais ça, c'est pas un problème. Il joue pour une des pires équipes de la Liga, qui est JIP. Donc, moi, moins 13, je m'en fous pas mal. C'est vraiment pas un problème pour moi. C'est plus le jeu sur la glace qu'il faut pointer. Donc, Joachim Kemmel, c'est un franc-tireur pur et dur. C'est vraiment un bon marqueur. Il y a un arsenal intéressante. C'est pas la plus diversifiée. Il y a un tir sur réception précis, dévastateur. Ça, je lui donne sans problème. Mais son tir de poignet, il est imprécis. En fait, ça s'améliorait en fin de saison, là. Mais toute la saison, il en a tiré des rondelles dans les baies vitrées. Toute la saison. Tu sais, la Liga, c'est pas la ligue la plus difficile nécessairement à pogner le gardien de but. Tu sais, c'est pas... Oui, c'est serré, mais c'est quand même large. Donc, il faudrait qu'il apprenne à arrêter de vouloir la mettre top net ou absolument dans le trou entre les joueurs et tout. Juste diriger des rondelles au filet et toucher la cible serait très important pour sa transition dans le hockey professionnel nord-américain. Donc oui, c'est un bon marqueur de but. Niveau créativité, c'est pas top, surtout en Liga. Je pense que son rôle, c'est vraiment de marquer des buts et pur et dur, c'est vraiment juste ça qu'il faut qu'il fasse. Il est capable d'en amener plus, mais je pense vraiment que son rôle principal, c'était ça, parce que c'est là-dedans qu'il était capable de performer. Mais Jip étant ce qui est, c'est pas l'idéal pour lui. Tu sais, oui, il allait battre des records, mais à mes yeux, j'en ai déjà parlé, je pense que c'est dans le top 32 préliminaire en février. Il était pas prêt pour la Liga. Il était pas prêt pour jouer dans une ligue de performance pour une des pires équipes qui veut gagner, mais qui ne développe pas ses joueurs. Jip avait aucun avantage à développer ses jeunes. Ils savent très bien qu'ils vont aller
en Amérique du Nord. Donc, ils vont leur donner du temps de jeu dans ce qui sont bons, c'est-à-dire power play, situation offensive, parce que Kemel était très bon, pour leur permettre de produire puis essayer de gagner des matchs, scorer des buts. Donc, je comprends, mais Kemel n'est pas encore prêt à ça. Il faut qu'il soit développé. Et j'ai vraiment trouvé ça déplorable pendant la saison. Et ça a comme mis des. Ça a comme jeté de la fumée aux yeux des gens. Je pense vraiment qu'il aurait dû jouer contre des jeunes de son âge. L'idéal, ça aurait été dans la CHL. Mais je pense qu'en SM Saria, le circuit junior en Finlande aurait été une meilleure option pour lui pour dominer là-bas. Et pas juste l'offensive, mais vraiment être développé dans les 3 zones. Parce qu'il est capable. C'est un des gars les plus physiques de la Liga. Et oui, étonnamment. Un des plus physiques de la Liga. Tout âge confondu. Mais surtout contre des gars de son âge. Dans le fond, quand je dis contre des gars de son âge, parce que pour la Liga, j'ai sorti les statistiques de Slavkovski, Kemel et Lambert. Slavkovski, je vais en parler dans une des 2 prochaines vidéos. Et j'ai comparé Lambert et Kemel comparativement à tous les jeunes à partir de 2000. De 2000 à 2004 qui jouent dans la Liga. J'ai sorti les mêmes statistiques dans les autres vidéos, c'est-à-dire les mises en échec, les tirs de l'enclave et tout. Et pour Kemel, pour les mises en échec, il est 16e sur 120 jeunes, si je me souviens bien. C'est pas mauvais, surtout qu'il a joué 41 matchs, il a manqué beaucoup de matchs, une vingtaine. Donc c'est très bon. C'est pas le plus physique, il est 5 et 9, là. Mais il est très sournois dans sa façon d'appliquer les mises en échec. Il va être par l'intérieur, pas l'intérieur, mais l'angle mort, quand les gars sont en déséquilibre, qu'ils ne regardent pas. Dans le national de hockey, je pense pas que son jeu physique va se transposer super bien, mais selon moi, ça va quand même bien aller. Il me dit, il ne va pas répondre au coup. Il va falloir qu'il change un peu sa façon de jouer, mais est-ce que ça va lui permettre d'avoir moins peur pour aller dans le trafic? Pas possible. C'est pas nécessairement un gars qui est de périphérie, mais c'est pas nécessairement non plus un gars qui va être dans le trafic. C'est 5 et 9, il faut lui donner une chance. Et si on regarde l'ensemble des statistiques, les tirs dans l'enclave, il est 35e. Les tirs au total, là, le nombre de tirs qu'il a dirigés vers le filet, non pas qui ont touché la cible, mais il est 6e dans la ligue pour les enfants, pour les joueurs nés de 2000 à 2004. Le temps de non, les passes dans l'enclave, il est 48e. Le temps en power play, il est 10e. Le temps sur le désavantage numérique, il est 69e. Pour les puck battles, dans le fond, tout ça, ce qui implique la rondelle pas loin de lui, un adversaire, il est 75e. Pour les chances de marquer, 14e. Pour les takeaways, c'est-à-dire la création de revirements, mais aussi surtout qui implique une récupération de rondelle, donc les récupérations de rondelles et la création de revirement, il est 69e. Pour le nombre de fois dans une année qu'il va toucher à la rondelle. Dans le fond, donc ça dénote un peu son implication dans le jeu, combien de fois il reçoit la rondelle par rapport aux autres. Il est 63e, c'est pas super élevé, mais sa job, c'est pas de transporter le disque. En fait, il est pas super bon pour transporter le disque et déjouer les joueurs. Il va essayer, mais il va rater souvent. Il va rater souvent son jeu. Il va vraiment perdre beaucoup la rondelle quand il essaie de feinter les joueurs. Et c'est un des gros problèmes de son jeu. Trop de feintes, pas assez de nord-sud. Et au niveau des feintes, il est 39e pour les feintes tentées. Donc, faut qu'il change un peu ça. L'ensemble de son jeu, il fait beaucoup de stock junior dans une ligue professionnelle. Faut qu'il arrête de faire ça. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est vraiment du nord-sud, profiter de sa grosse qualité qui est son tir, puis commencer à développer encore plus son jeu sans la rondelle. Parce que sans la rondelle, il est pas con. Il reconnaît quand même bien les situations. C'est un gars qui est bon pour permuter les défenseurs s'ils montent. C'est un gars qui va se replier, mais il est 5 et 9. Donc, il faut qu'il fasse intelligemment avec son bâton, puis niveau positionnement. T'sais, on voit vraiment qu'il y a une bonne intelligence pour le positionnement d'offensive, mais en défensive, c'est pas un problème nécessairement non plus. Oui, des fois, il va se tromper, puis il n'aura pas le bon angle. C'est pas Brad Lambert, que lui, il est quand même un des plus élites là, au niveau de la défensive dans le draft, mais il y a un potentiel là-dedans que j'aime beaucoup, puis qui m'indique qu'il y a une chance pour qu'il devienne un bon joueur dans le national de hockey. Ça vous fait un peu le tour de ce que je voulais dire contre
concernant Joachim Kemmel. C'est un joueur qu'on a plus bas que la majorité sur TSLH Espoir pour certaines raisons. Je pense qu'on n'a pas raison. C'est pas qu'on n'a pas raison ou on n'a pas tort. Je pense qu'on évalue ce qu'on a vu cette saison. Moi, j'amène un petit bémol, donc peut-être que je peux l'avoir un peu plus haut que certains du TSLH Espoir parce que je pense qu'il n'aurait pas dû jouer dans la Liga. Mais je l'ai quand même bas par rapport à la majorité. Je l'ai droppé encore plus que ce que je l'avais dans le mid, dans mon ranking de mi-saison. Vous verrez bien, ça va ressembler à quoi dans les prochaines semaines. Je devrais ressortir mon ranking d'ici la fin juin. Prochain joueur que je voulais discuter avec vous, Brad Lambert. Un joueur que j'ai eu très haut tout le long de la saison, mais maintenant il a fallu que je me résilie à le baisser dans ma liste parce qu'il y a un bout à tout. Hein? Il y a un bout à ne pas produire malgré le fait qu'on a des chances. Mais il y a quand même un contexte à tout. Donc, Brad Lambert, 19 décembre 2003, il a 18 ans, il est né en Finlande, il a la nationalité canadienne aussi. C'est un centre, ailier droit. Je l'aime beaucoup au centre. Puis à l'aile aussi, c'est pas un problème pour moi. 6 pieds, 183 livres, c'est un droitier. Dans mon top de milieu de saison et de début de saison, j'avais top 5. Là, il a droppé un petit peu. La majorité des personnes l'ont du top 10 jusqu'au top 30. Ça va un peu n'importe où au niveau du ranking. Puis je comprends absolument toute personne qui l'a droppé pendant la saison. Parce qu'il était décevant, tout simplement. Au niveau des statistiques, comme on dit, c'est très décevant. Il a joué pour Jeep, 24 matchs, 6 points. Il a joué pour Pelicans, 25 matchs, 4 points. On pensait que ça allait mieux aller avec Pelicans, mais en fin de compte, pas tout, ça a été aussi moche qu'avec Jeep. Parce que c'était aussi une équipe assez moche. Donc, c'est deux équipes pareilles. Fait que je pensais que ça allait mieux été. Peut-être qu'elle allait avoir un meilleur rôle, mais non, pas en tout. Il y a eu le même rôle d'une équipe à l'autre. Donc, j'étais vraiment déçu de ça. Pour lui, pour le jeune, mais pour moi aussi, parce que c'est un espoir que j'avais en haute estime. Brad Lambert, on ne sait pas si ça va donner un troisième centre ou un premier. Il a des qualités élites. C'est un gars qui bouge vraiment bien sur la glace. Il a une bonne foulée. Une bonne aire d'aller, une bonne explosion. Des fois, il va un peu trop vite pour ce qu'il peut faire. Dans le fond, tu sais, McDavid, quand il va vite, il est capable de feinter, il est capable de faire des jeux, il est capable de voir les lignes, d'anticiper le déploiement de ses adversaires, mais aussi de ses coéquipiers. Et Brad Lambert a de la misère à s'adapter à ses compagnons de trio. C'est vraiment un problème pour lui. Je pense que ça va mieux aller en Amérique du Nord, dans des systèmes plus offensifs basés sur la transition, comparativement à la Liga, que c'est basé sur rien pantoute. Au niveau de la transition, c'est vraiment moche comment c'est fait des fois. Surtout pour Jeep et Pelicans, en fait. Pour d'autres équipes, c'est moins pire. Là. Comme TPS, c'est quand même pas si pire que ça. TPS étant l'équipe de Juraj Slafkovský. Mais bon, pour Brad Lambert, quand c'est lui qui s'occupe de la transition, d'amener la rondelle de la défensive vers l'attaque, ça va bien. En entrée de zone, ça va super bien. Mais des fois, il va faire un jeu de finesse ou une passe savante un petit peu qu'il faut quand même que tu aies de la vision ou l'intelligence pour faire. Puis coéquipier, il ne voyait pas ça venir, fait que ça tue les jeux. Le nombre de fois qu'il va perdre la rondelle ou qu'il fait une perte de possession de son équipe parce qu'il a fait un jeu qu'il y a juste lui qui voyait, c'est tannant. Au début de la saison, j'étais comme, voyons, c'est aux autres de s'adapter, m'amener. Mais non, non, c'est à toi de m'amener de t'adapter. C'est à toi de voir que tes petits jeux, ça fonctionne pas. Peut-être que ça va fonctionner plus tard. Mais pour devenir un professionnel, il faut que tu t'adaptes. Fait que lui aussi, Brad Lambert, aurait dû jouer en Amérique du Nord. Dans la CHL ou dans la Saria. La Saria, c'était pas tant hot. Je pense qu'il ne tente pas l'année prochaine de jouer dans la CHL. Il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine. J'espère qu'il va jouer dans la Ligue américaine. Je serais vraiment content de ça, qu'il passe 2 saisons dans l'américaine, juste pour devenir un meilleur professionnel. C'est un gars, il a une bonne vision défensive sans la rondelle. C'est un joueur responsable. Mais on voyait qu'en cours de saison, ça s'est réduit. Je pense qu'il y avait de la frustration de son côté d'avoir juste ça comme rôle. Il ne jouait pas en désavantage numérique ou presque.
Il joue en supériorité numérique, mais ça fonctionne pas. À 5 contre 5, en défensive, il va bien, il se replie, les permutations sont là, il met de la pression, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il va arrêter de jouer carrément. Est-ce que c'est un manque de maturité, de frustration? C'est fort possible, c'est un kid. Il a 18 ans. C'est très possible que ce soit à cause de ça qu'il se met trop de pression puis qu'il n'avait pas l'occasion de comme combler ce qu'il voulait faire. Ça se peut très bien, même affaire avec Emil en deuxième partie de saison, je suis sûr qu'il y avait de la frustration dans son jeu. Parce qu'on le voyait, il s'est mis de la pression, il l'a dit dans le combine. Je suis sûr que ça m'a fait pour Brad Lambert. Ça joue maintenant dans la tête ça, quand tu vois les autres augmenter dans les listes, parce que c'est sûr qu'ils regardent les listes. Là. Ils me font pas croire qu'ils regardent pas ça. Comme Dumais. Tu sais, Dumais, Jordan Dumais qui a commenté à tort ou à raison son classement dans les listes de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que Brad Lambert aurait répondu d'en faire similaire si on lui avait dit d'en face qu'il droppait dans les listes à cause de son manque de production? Ça se pourrait très bien qu'il y ait parlé, mais il n'y a personne qui a demandé. En place, ils ont demandé aux Québécois qui a de la verve. Fait que, en tout cas, bref. Brad Lambert. C'est ça. Bon patin, bonne vision offensive, bonne vision défensive. Il a été bon au championnat du monde en décembre. Très, très bon. On a vu l'ensemble de son jeu, la dynamique. Ça m'avait encouragé pour mon classement de mi-saison, mais la fin de saison a été pareil que le début de la saison. Donc, j'ai pas eu le choix de dropper parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont mieux joué que lui. Donc, c'est pas nécessairement parce que je l'aime moins, c'est parce que maintenant, il faut que tu aies plus d'impact. Si je compare, mettons, à Marco Casper, qui a eu un impact, peu importe ce que tu lui donnes comme rôle, mais Brad Lambert, c'est pas ça. Tu es habitué de produire offensivement, d'être un pilier d'attaque, puis c'était pas ça. Fait que j'ai pas eu le choix. Je me questionne beaucoup sur sa préparation mentale. Mais bon, bref. On verra pour la suite. J'espère vraiment qu'il va tomber dans une bonne équipe pour le développer. Là. Pas s'il est capable de dropper jusqu'à Washington ou bien Pittsburgh ou bien d'autres équipes de même qui ont un bon développement, je serais vraiment content. On verra bien, là, mais bon, bref. C'est sûr que j'aimerais pour le Canadien, mais c'était Shane Wright, puis Brad Lambert, puis Suzuki, puis ça fait beaucoup de centres, mais on a une chance qu'il est capable de jouer à droite. Bref. Il y a aussi l'aspect physique de la game. Il n'y a pas le pantoute pour Brad Lambert. C'est un gars qui va éviter. C'est pas un gars de périphérie. Il va attaquer l'enclave, va être capable de déborder les défenseurs. Mais il pourrait le faire pas mal plus, le long des bandes et tout. Est-ce qu'il a traîné une blessure? Ça se pourrait, mais je pense pas. J'ai pas entendu de rumeurs par rapport à ça. Je pense vraiment que c'est sa façon de jouer. Il va falloir que ça change en Amérique du Nord. Je pense que c'est le gros problème qu'il va y avoir dans son jeu en Amérique du Nord. Qui va frapper un mur un petit peu. C'est pas la grosseur de la glace. Je pense pas que ça va être le problème. Je pense vraiment que ça va être le jeu physique puis à être plus agressif. Moins passif. Donc ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire concernant Brad Lambert. Un gars que j'ai quand même haut dans ma liste finale. Mais il va falloir qu'il m'en prouve plus dans les prochaines saisons, dans la prochaine saison même. Parce que c'est ça. On verra bien. Dernier joueur de la vidéo que je voulais aborder, si j'arrête de chercher mes mots, de recommencer mon audio. Donc, Simon Nemec, défenseur slovaque, gars qui, certains voient premier ou deuxième défenseur de la séance, assez disparate dans le classement des intervenants du TSLH Espoir. C'est moi, je crois, qu'il l'a le plus haut. Ou qu'il voit le plus haut au niveau du potentiel. Mais certains l'ont pas mal plus bas. Vous allez pouvoir le voir sur la liste à Simon Servant sur son Twitter, Sim Servant. Donc, bref, à mes yeux, c'est le meilleur défenseur. C'est même pas proche. Mais plusieurs voient aussi David Jiricek pour occuper ce poste. Donc, 15 février 2004, il y a 18 ans, défenseur droitier, 6 pieds 1, 192 livres, donc il a un physique déjà professionnel, et ça paraît sur la glace. C'est pas un gars physique, là, zéro, là. Mais c'est un gars qui a très bien joué en Slovaquie cette saison, vraiment bien, et qui a eu une belle progression toute la saison. Au niveau statistique, comme je disais, ça a très bien été. Surtout en série, mais en saison, 26 points en 39 matchs, juste un but,
Mais en série, 17 points en 19 matchs, 5 buts. Donc, comme je disais, ça a bien été. Au début de la saison, ce qui m'énervait un peu dans son jeu, c'était qu'il restait en périphérie, il lançait de loin en offensive, il choisissait mal son moment pour jumper à l'attaque, ça créait des fois des revirements et des surnombres dans son équipe, dans son territoire. Euh, au niveau des couvertures, il y avait pas il y avait quand même un bon bâton. Il y a encore un bon bâton en fin de la saison, ça s'est amélioré. Mais des fois un peu tête folle. Pour contrer la contre-attaque, le rush adverse, dans le fond, il est bon, c'est rare qu'il se fait traverser ou contourner. Mais quand ça tourne longtemps en échec avant et qu'il y a de la pression et que l'adversaire fait le cycle le long de la rampe, c'est là qu'il y a plus de misère un petit peu, qu'il va perdre un peu le fil de ce qu'il faut qu'il fasse dans ses assignations. Mais comme la plupart du monde, il y a un two-way dans son jeu. Moi, personnellement, je le vois vraiment comme un défenseur offensif. Mais à maturité, je pense que ça va être un gars bon dans les deux sens. En ce moment, je ne le vois pas. Je pense qu'il y a vraiment des lacunes dans son territoire au niveau surtout du timing. C'est vraiment le timing entre rester dans ta zone, être safe et jumper à l'attaque. Mais ça, c'est ça pour tous les jeunes défenseurs offensifs. Surtout quand tu joues contre les hommes, puis que c'est dans ton année de draft, puis tu sais que tu produis beaucoup, donc c'est sûr que tu vas en donner un peu plus. Mais ça a fait mal à son équipe une couple de fois dans la saison. Et c'est ça qui pourrait te donner un peu l'impression qu'il manque une petite affaire. Mais moi, je le vois comme un défenseur de première paire. Est-ce que par là, je veux dire que c'est un Shea Weber, que c'est un Duncan Keith dans son prime? Non, je pense pas qu'il est dans ce tiers-là. Mais un tiers, une coche en dessous, mettons un top 2. Là. Pas un top 1, mais un top 2, je pense que ça serait vraiment son potentiel maximal pour lui. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Là. Mais bref, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est sa progression à tous les niveaux cette année. L'affaire qui me gossait le plus au début de la saison, c'était ses tirs. Surtout en préféré, tir des poignets, les petits tirs passes. C'est bien, mais je voulais qu'il diversifie un peu son arsenal et c'est ça qu'il a fait en cours de saison. Il attaquait plus le filet, il avançait pour faire des tirs frappés. Pas beaucoup de tirs sur réception, ce que j'aurais aimé plus, mais c'est pas la fin du monde. Comme Yerichek, c'est vraiment sa force, pas lui, même s'il y a un bon tir sur réception. Là. Mais c'est pas le style de jeu de son équipe, je crois, d'exploiter son tir sur réception. Donc, lui, c'est plus vraiment le distributeur de rondelles. Mais de plus en plus, il était capable de prendre la rondelle, l'amener en arrière du filet ou le long des cercles de mise en jeu pour créer du chaos, pour ouvrir les lignes de passe. Ça, c'est ça que je voulais voir. C'est ça qui est arrivé et c'est à cause de ça qu'il produisait pas mal plus. Amène des rondelles au filet, crée du chaos. C'est ça que je veux, puis c'est ça qu'il a fait. Et ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu vraiment une bonne fin de saison et des séries incroyables. Donc, on ne peut pas demander mieux comme série pour un jeune de cet âge-là, de 18 ans. Il a battu des records en Slovaquie. Là, je ne ferai pas l'énumération des records, mais niveau statistique, dans la ligue, j'ai retiré des statistiques. Et ça, c'est tout défenseur de la ligue, peu importe l'âge. Au niveau des mises en échec, il était 63e, c'est pas hot, mais c'est pas son style. Il a un bon gabarit, mais c'est pas un gars qui va gagner ses batailles physiquement. C'est plus son intelligence, sa mobilité, son bâton. Donc, les passes dans l'enclave 5e, les tirs de l'enclave 5e chez les défenseurs. Donc, il y a vraiment une amélioration par rapport au début de la saison. Il s'avançait dans l'enclave pour faire des tirs, c'est quand même vraiment pas mauvais. Au niveau du nombre de tirs dirigés vers le filet, 9e, tant sur l'avantage numérique, 7e, sur le désavantage numérique, 89e. Donc, je n'étais pas fou en disant que c'est pas nécessairement un gars qui a des missions défensives en ce moment, mais ça pourrait venir. Au niveau des puck battles, il est premier dans la ligue. Premier. Il y a 18 ans. C'est quoi les puck battles? Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est tout ce qui implique le joueur et un adversaire et la rondelle pas loin. Que ce soit une feinte, un harponnage, une récupération de rondelle, les deux gars collés, là, vraiment une bataille pour la rondelle. Tout jeu qui implique qu'un des deux va conserver la rondelle ou va aller voler la rondelle de l'autre. Il est premier pour ça. Donc, ça indique qu'il est impliqué pour aller récupérer des rondelles, pour impliquer des contacts avec l'adversaire, mais aussi qu'il va contrôler la rondelle beaucoup et qu'il va la conserver, qu'il
qui va gagner ces batailles. C'est autour de 50% des batailles qui va gagner. Donc, c'est la moyenne. 50%. Donc, au niveau des chances de marquer, 13e chez le défenseur dans sa ligue. Au niveau des take-away, c'est récupération de rondelles pure et dure et la création de revirements qui crée une perte de possession par l'adversaire. 3e. Après ça, pour le nombre de fois qu'il va toucher la rondelle, dans l'année, il était 3e chez les défenseurs à 18 ans. 18 ans, 3e dans la ligue. C'est très haut. Peu importe c'est quoi le niveau de la ligue, c'est excessivement bon. Ensuite, pour le nombre de déjoues, de feintes, il était 2e. C'est normal, il y a tout le temps la rondelle. Il y a vraiment souvent la rondelle dans la transition en zone neutre. Et c'est là qu'on fait plus de feintes. Donc, 2. Et dans les entrées de zone chez les défenseurs, que ce soit par la passe ou par stick handling, là, par le contrôle de rondelle, il était 3e. Et les sorties de zone, 4e. Sorties de zone par la passe ou en possession de rondelle, 4e. Donc, ce gars-là a toujours la rondelle ou veut toujours aller la chercher. Donc, moi, personnellement, je vois pas pourquoi je le mettrais en dehors du top 10, même si je vois ses défauts. C'est un joueur talentueux. Et s'il drop en dehors du top 5, ça veut dire les sénateurs, il faut qu'elle le chercher. Si les sénateurs au 7e rang, ils ont la possibilité d'aller chercher Simon Nemec, allez-y. Au plus Chris. Parce que sérieusement, il va jouer longtemps pour eux autres. Donc, ça fait le tour des 4 joueurs européens que je voulais vous parler. J'espère que vous avez apprécié ma façon de voir les choses. Je cherchais un peu mes mots ce soir, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai été capable de faire un portrait global des joueurs. 4 joueurs qui étaient vus très haut, qui sont encore vus très haut. Certains ont droppé dans les listes, mais c'est pas la fin du monde. Je pense qu'ils sont tous des choix de qualité selon où on va les chercher. Ils ont tous un bon potentiel d'atteindre la Ligue nationale de hockey. C'est pas un rôle de vedette, c'est un rôle complémentaire. C'est des gars intelligents. Donc, merci de partager la vidéo, de la commenter sur Twitter, Facebook, YouTube. On est là, on répond le plus possible, que ce soit moi, Simon, l'autre Simon, Matt, même l'Archie. Il va répondre des fois, même s'il n'a pas écouté un match de la saison, sauf les foreurs. Ok. N'hésitez pas à nous poser des questions, à juste venir nous jaser. Donc, je vous remercie beaucoup et on s'en va pour une prochaine vidéo.